Moi, c'est Étienne. Et ma famille, elle vient de Saint-Étienne. Oui, je sais. Et Saint-É, c'est loin d'être la ville la plus attractive. Nouvel épisode dans l'affaire du chantage à la sextape à la mairie de Saint-Étienne. Le maire, Gaël Perdriau. C'est la pire grande ville de France. Allez, essaye de deviner, je te donne la réponse dans 30 secondes. C'est quoi la pire ville de France? Je crois que c'est Saint-Étienne. Le journal Le Monde pour avoir osé qualifier de taudis un quartier de la ville. Elle a été élue deuxième pire ville de France suite à un sondage que j'avais organisé sur Instagram. Pourtant, moi, cette ville, j'y ai toujours été attaché. Ma famille, mes amis, son club, son histoire, et j'ai aussi toujours pu constater que les Stéphanois étaient très attachés à leur ville. Alors j'ai voulu comprendre pourquoi à Saint-É, comme dans d'autres anciennes villes ouvrières, on restait aussi attaché à sa ville, même si elle payait pas de mine. Sans en faire la promotion pour que ce film finisse à l'office du tourisme, j'ai voulu comprendre où se situait la réalité entre les clichés qu'elle subit et son état actuel, parfois éloigné de l'image qu'on lui donne. Ma deuxième envie, c'était de faire comprendre aux gens pourquoi j'adore Saint-Étienne. Parce que cette ville, c'est peut-être pas la plus riche, la plus belle, la plus dynamique ou la mieux bâtie, mais il y règne quelque chose d'unique, l'âme stéphanoise. Une sympathie qui, contrairement à l'état physique de la ville, met tout le monde d'accord, et ce depuis des années. Alors forcément, le point de départ de notre aventure, c'était à mon attache la plus forte à la ville, au quartier de la Terrasse, chez ma mamie. Alors, c'est vrai que je suis pas photogénique, alors c'est encore pire. C'est pareil, c'est de la vidéo. Allez, ma clope. Faut me donner une contenance. Il n'y a pas de souci. Et après, tu peux me montrer ce que ça donne? Ouais. Ah ben, on verra ça. Nous, on avait voulu faire ce documentaire à Saint-Étienne. Parce que comme je te racontais, moi, depuis tout petit, je suis toujours venu à Saint-É. Je venais presque tous les week-ends. Tous les week-ends, on allait te chercher à la gare avec papy. Et puis tous les gens, que ce soit à Lyon ou ailleurs, quand je leur disais, moi j'adore à la Saint-É, ce week-end je suis à la Saint-É, c'était, mais qu'est-ce que tu vas foutre à Saint-É, tu vois? Oui. Genre, Ouais. la ville elle est Parce qu'ils nulle, connaissent il pas n'y a rien à Saint-É. faire. Voilà. Parce qu'ils connaissaient pas Saint-É. Et essayer de connaître Saint-É, ça commence par essayer de connaître son histoire. Et oui, pour comprendre comment s'est bâtie la réputation de la ville, on est obligé de se pencher sur son passé. Pour ça, on a eu la chance de discuter avec Antoine Vernet, historien stéphanois qui nous a éclairé sur les racines de la ville. Globalement, l'essor de Saint-Étienne, il s'est fait entre la fin du XVIIIe et la fin du XIXe siècle, avec une commune qui passe d'environ 20 000 habitants à 200 000 habitants. Et il y a notamment une raison à cette expansion, l'activité minière. Et oui, Saint-Étienne, c'était le charbon. Et ça permet déjà d'expliquer une des tristes images qu'on a de la ville, la soi-disant ville noire. Mais on avait évidemment les poussières de mines qui inondaient le ciel, les cheminées qui rejetaient également énormément de fumée noire en particulier. Quand on voit les photographies, c'est assez édifiant. Et donc c'est cette poussière qui vraiment couvrait l'ensemble des murs de la ville jusqu'aux années 80, on va dire, 1980, qui a aussi forgé cette réputation de ville noire, qui a beaucoup joué sur la tristesse. C'était les mines, hein. Le charbon, il y en avait énormément, hein, c'est sûr. Et bon, moi je suis venue à Saint-Étienne, j'avais 1 an et demi, mais j'ai jamais considéré, malgré ça, que ma ville était noire. J'ai jamais compris, j'ai jamais fait attention d'ailleurs quand les gens disaient c'est la ville noire. Donc d'où l'expression la ville noire, mais bon, c'est pas vrai. Oui, à l'époque c'était la ville noire, les mineurs, bon, ben, c'était noir. Hein. Monsieur Fraisse Fernand, je suis ancien mineur. J'ai 85 ans, bien sûr. J'ai commencé en 57 et donc toute ma famille était mineure. C'est pour ça que je suis rentré à la mine, d'ailleurs. Donc là, on allait se changer là. Et donc là, et après, on allait s'asseoir ici sur les bancs. Là. C'est le couloir de la dernière cigarette. Les gens fumaient leur dernière clope ici. Je me change, à 17 ans, j'étais ici. Cette place-là? Ouais, 660. À 17 ans, j'étais là. Et les mineurs étaient bien vus, on fournissait le charbon quand même, hein, pour le chauffage, pour faire cuire les aliments, tout ça. Ça marchait tout au charbon. Hein. Lui, il est passé sur FR3. Hein. Voilà, je travaillais avec ça. Alors là, c'est les douches. L'eau chaude était déjà réglée par le gars qui était là-bas. Ouais. Bon, c'était correct, on va dire. Il y avait l'eau chaude quand même. Ah ouais. Surtout les hivers à cette époque, on descendait à -15, -10, -15. Hein.
Alors, à l'époque où je travaillais là, on arrivait au guichet et là, on demandait au gars, le lampiste, son numéro de jeton. Ouais. Chaque mineur a 3 jetons différents. Hein. Donc au retour, on met les jetons là-dedans. Ouais. Le lampiste, lui, il va les reprendre, il va les remettre en place. Il va voir s'il manque, si le gars il est bien remonté. Parce qu'il y en a qui au retour, ils ont été coincés au fond. Ouais. Donc les jetons, on le remet là-dedans et lui, il les remet en place. Et c'est là qu'il va s'apercevoir, tiens, un tel, il n'y est pas. Et dès qu'on parle de l'héritage de ce passé minier, ce qui revient souvent, c'est la solidarité. Malgré ce cliché, il y avait quand même une convivialité qui est quand même reconnue dans toute la France. Ce que j'ai jamais retrouvé, par contre, c'est la solidarité qu'il y avait au fond. Hein. Il n'y avait pas de différence entre Pierre, Paul ou Jacques. On était tous, on va dire, on était tous des gueules noires, on était tous noirs. Mais comme on s'en doute bien, si on parle toujours de passé, c'est que ces mines, à un moment donné, elles ont dû fermer. Dès les années 1930, les ingénieurs savent en fait que le bassin est condamné. En 1963, le gouvernement décide, d'ici une quinzaine d'années, l'arrêt de l'exploitation dans le bassin stéphanois. Il a fallu partir. Hein. Je devais même partir à Neuchâtel en Suisse. Mais bon, je suis resté à Saint-Étienne. Et est-ce que vous regrettez d'être resté? Pardon? Vous regrettez d'être resté? Non, pas trop. Au point de vue salaire, oui. Mais sinon, non. À Saint-Étienne, je suis bien. Hein. On est bien. Cet esprit ouvrier qui règne dans la ville, il est resté ancré dans les générations les plus jeunes. C'est par exemple ce que va nous raconter Elliot dans l'une de nos interviews les moins académiques. Ça, carrément, c'est super prolétaire. C'est avec notre passé, c'est une ville qui a encore moi je trouve cet esprit ouvrier, un peu prolétaire des différents travailleurs. C'est bien présent à Saint-Étienne et tout le monde est vachement régné autour de ça, autour quand même de la valeur un peu du travail. Et je trouve que ça crée un esprit d'émulation un peu à Saint-Étienne. Et ce qui fait la force de la ville. C'est un devoir de mémoire quoi, maintenant. Hein. Pour dire aux jeunes que voilà, il y a des gens qui sont quand même laissés leur vie, leur santé au fond, pour qu'un pays survive. Quoi. Une ville, le pays. Désormais, on a un peu pu éclairer sur le passé de Saint-Étienne, son ancienne importance nationale et l'héritage de ses valeurs. Mais Saint-Étienne, ce n'est pas que les mines. Saint-Étienne, c'est aussi les usines. Dès la fin du 19e siècle, la vieille ville est un pilier national dans divers domaines. La fabrication d'armes, la rubannerie, qui lui vaudra une rivalité naissante avec une voisine dans la soie bien avant le sport, ou la métallurgie lourde, avec les forges et les aciéries notamment. Cette production industrielle aura comme grand symbole Manu France, usine d'armes et de vélos. Mais comme toute ville ouvrière, à la sortie de la guerre, puis des 30 Glorieuses, une période difficile plombera la ville, qui tournait autour de ces usines. La consommation baisse, les débouchés sont moindres, la concurrence internationale est forte, et le premier choc pétrolier de 1973, en augmentant de manière dramatique les prix des ressources énergétiques, va faire de l'industrie stéphanoise, vieille industrie, basée sur des secteurs peu novateurs. Cette difficulté obligera à nouveau les travailleurs concernés à se confronter au chômage et à une recherche difficile d'emploi. Après voilà, toutes ces discussions, nous ça nous éclaire sur la partie historique et ça peut-être nous donne des pistes à explorer pour comprendre la ville aujourd'hui. Mais ce qui nous intéressait aussi, c'était d'avoir du vivant, des avis des gens qui aujourd'hui habitent dans la ville, tu vois. Oui, faire des micro-trottoirs. Ouais, mais c'est le but. Oui. On y est, justement. Et moi, quand je suis arrivé ici, j'avais cette image-là. De toute façon, c'était la ville des mines, c'était la ville de l'acier, c'était la ville industrielle. Je vois le quartier de Côte-Chaude, là-haut, c'est complètement abandonné. Hein. D'un point de vue même extérieur, quand on se balade en ville, j'y suis retourné il y a quelques mois. C'est pas la ville que moi j'ai connue quand j'y habitais, donc il y a 5-6 ans. On investit autour de la ville, pas dans la ville. On va vous faire des styles, des machins, des trucs tout le tour. On va vous faire... ça tue le centre. Il y a quoi? Il n'y a rien. Il y a des gens qui viennent pour travailler, selon le travail qu'il y a, parce que pour le moment, le travail, bon. Je pense que c'est ça aussi. Hein. Mais alors ils ont beau connaître tous ses défauts, rien n'est plus fort qu'un Stéphanois pour vendre sa ville. Et j'aime ma ville. Vous aimez cette ville? Oui, c'est ma ville. Pourquoi vous êtes revenu à Saint-Étienne? Parce que ça me manquait. Donc je suis pure stéphanoise et j'aime beaucoup ma ville. Bah écoutez, ça fait 30 ans que je suis là, moi oui, ça me va. Hein. Je suis pas mal. Je suis intéressé, c'est une ville finalement assez agréable. Et elle est simple, c'est pas très cher.
Les gens sont bien, ils sont accueillants. Les gens sont très sympas, ils sont souriants, agréables. Beaucoup mieux que dans pas mal de grandes villes. Voilà. Voilà, j'aime les Stéphanois. Après, il y en a peut-être qui ne diront pas comme moi, mais bon. Mais moi, je suis une vraie Stéphanoise. Les Stéphanois sont connus dans le monde entier pour leur sympathie, pour leur gentillesse. Ils sont très serviables. Belle ville. Voilà, je peux dire que ça, belle ville. Pour moi, belle ville. Après, il y a des Stéphanois qui sont un peu trop chauvins, qui vont dire ouais, notre ville elle est magnifique. En vrai, la ville elle est pas magnifique, mais ce qui est beau à Saint-Étienne, c'est l'état d'esprit qu'il y a, quoi. Il y a beaucoup d'étudiants, donc qui n'ont pas trop de sous, mais tout le monde se soutient. Vraiment, c'est vraiment dans le sens où tout le monde arrive à se rapprocher et à être très fraternel facilement aussi. Bon, c'est une ville, je crois, qui finalement correspond à sa tradition, à son histoire. À la fois, oui, industrielle, industrieuse, ouvrière, avec une culture, la culture ouvrière spéciale, qui persiste malgré tout. Son passé, justement, on va s'y replonger un peu. Et cette fois, je vous emmène pas dans les mines ou dans les usines. On est à la fin du XXe siècle, dans les années 90, et la ville est au plus mal. De moins en moins attractive, propose de moins en moins d'emplois, et a du mal à se développer aussi vite que ses villes voisines. Saint-Étienne a vraiment besoin d'un renouveau. Et pour le coup, là, on a eu la chance de rencontrer le maire de l'époque, celui qui a créé, entre guillemets, la Cité du Design et qui était à cette période sorti vraiment de périodes compliquées. Est-ce que tu te rappelles qui c'était? Thiollière? Ouais. Voilà. Exactement. Je suis Michel Thiollière, je viens d'avoir 70 ans, ce qui est beaucoup, et j'ai été maire de Saint-Étienne de 1994 à 2008, donc pendant 14 ans. Au moment de mon élection, la ville était en grande difficulté parce qu'on avait beaucoup de problèmes industriels, beaucoup d'usines avaient fermé, des grandes usines. Les gens étaient à la fois très inquiets sur l'avenir de la ville et en même temps, ils avaient pris pas mal de coups au moral. Donc il y avait une sorte de fatalité qui s'était abattue sur la ville. Les gens n'y croyaient plus, ne croyaient pas tellement à l'avenir de cette ville. Oui, donc moi j'y croyais malgré les difficultés parce qu'il y a à Saint-Étienne beaucoup de gens qui ont du talent dans les entreprises, des petites entreprises, dans de nombreux domaines. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu culturel aussi et qui font beaucoup de belles choses. On n'était pas la seule ville en Europe à connaître des difficultés comparables et je voyais qu'on était il était possible en tout cas de rebondir et de recréer les conditions de la confiance en termes économiques notamment. Et puis dans le même temps, je dirais qu'il y a eu, après beaucoup de travail en termes d'urbanisme, en termes d'architecture, en termes de design, sur les espaces publics pour montrer aux habitants qu'on pouvait avoir une ville agréable et qu'on pouvait se prêter un peu au rêve d'une ville meilleure. La difficulté, c'est de faire comprendre à l'extérieur que Saint-Étienne n'était plus la ville dont on répétait à loisir qu'elle était une ville en crise, qu'elle était une ville noire, qu'il n'y a plus rien à faire à Saint-Étienne, pour faire simple. Et puis faire en sorte qu'il y ait une thématique qui nous emporte sur d'autres choses que ce qu'on avait connu dans le passé, et ça a été l'idée du design, l'aventure design, avec une école d'art et de design qui est une des meilleures en France, pour montrer justement que le design c'était un peu notre ADN à nous Stéphanois. Et puis ensuite on a voulu faire la Cité du Design. La Cité du Design, c'est un établissement public de coopération culturelle qui a vu le jour en 2009, s'est installé sur le site actuel en 2009. Et la volonté, c'est d'avoir un lieu qui valorise le design de différentes manières. La Biennale, c'est un événement qui naît en 1998, qui a la volonté de montrer au plus grand nombre le design contemporain, actuel et à venir. Donc Saint-Étienne se cherche une nouvelle identité, une nouvelle direction. Et nous, on s'est demandé ce qui se passerait si on faisait se rencontrer ces deux mondes, de la mine et du design. « 62. Oh. 50-70. Récipient faïence, oui, voilà, c'est ça, archer de la famille. Alors là, c'est des verres à saké. 2 verres, terminé.
Automne. Et alors, pendant longtemps dans l'exposition, on s'est dit qu'on aurait du mal à le convaincre et qu'il semblait y avoir un gap trop grand. Oui, ça fait partie de la ville, mais c'est du moderne, quoi. C'est nouveau pour moi, ça. Par contre, les drapeaux, là, je vois pas bien ce que ça représente. Jusqu'à ce que... Ouh, la bourrette, elle est pas mal. Là, il y a du là-bas. C'est bien fait, hein. Ah ouais, moi je suis bricoleur un peu, mais là, pour faire ça, hein. Donc, il est d'un seul morceau, joli, avec des plantes dedans, là. Il y a une sacrée roue. Ah ouais, je n'avais pas vu le raccord, là. Ah ouais. C'est bien étudié, formidable, hein. T'as ton coup de cœur, là. Là, c'est... Ah oui, là vraiment, il m'a sauté aux yeux. Deux diplômés, deux ouais, et 4 apprentis. Ah mais ils sont forts, hein. Ah ouais, là, il n'y a pas de souci, hein. C'est ça qui nous a mieux plu, la bourrette. Ouais. Bah, t'as ton œuvre. Ouais, enfin personnellement, hein. Bon, c'est des nouveautés, hein. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc bah après, c'est prévu. Voilà. C'est la rencontre de générations. Voilà. Moi, je dirais un peu, faut dire la vérité, hein, à mon âge, je suis dépassé un peu là. À part la bourrette. Oui, la bourrette quand même. Ah oui, voilà. Finalement. Non, mais tout le reste, c'est vraiment de l'art, quoi, je veux dire. Ouais. Moi, j'appelle ça de l'art. Hein. C'est la relève de synthé, les exactement. Il faut prévoir, il faut inventer. Hein. Sinon, si on reste dans l'ancien, ça ne bougera plus. Hein. Ouais. Grâce à cette dernière œuvre, on a réussi à trouver un raccord entre le monde de Fernand et celui du design. Mais cette nouvelle identité stéphanoise parle-t-elle vraiment à ses habitants ? Alors honnêtement, moi je dirais que ça me semble plutôt abstrait. Ouais. Parce que bon, ben, je suis pas toute jeune, hein, donc non, pour moi, non, cité du design. Vous vous sentez pas encore dans ce truc qu'on est la ville du design, ce qui représente les Stéphanois, c'est le design? Pas du tout, non. Donc, le design, ça attire peut-être plus les jeunes. Qui, genre toi, t'as quoi là? T'as 20 ans? 19 ans. 19 ans. Bientôt 20 ans. Bientôt 19 20 ans et ans. demi. Okay. Est-ce que toi, en tant que jeune, tu te sens porteur de ce truc de on est une ville design? Ouais, moi je suis plutôt touché, mais c'est, je dirais, plus grâce à mon entourage et à ma famille et tout. Je sais que Saint-Étienne c'est quand même plutôt une référence, tu vois, et franchement il y a vraiment des trucs cool. Après je dirais que globalement chez les habitants, c'est plus un truc en plus, quoi. C'est pas, on n'est pas tous marqués par ça. Quand je te dis Saint-Étienne, je pense pas directement à design. Non. Michel Tuchelière, en tant que maire de Saint-Étienne, il a fait le choix, avec son équipe, d'aller sur cette question du design. On peut le critiquer, on peut trouver ça peut-être un peu artificiel sur certains aspects, mais le choix a été délibéré d'aller vers l'invention de quelque chose qui n'existait pas à Saint-Étienne, un discours volontariste, positif, dont on peut là encore interroger les retombées, ou même le coût financier, mais au moins il y a un choix stratégique qui est fait et qui rompt de manière importante avec ce qui a été fait dans les mandatures passées. Et ce « au moins » de Antoine, c'est sûrement ce qui nous intéresse le plus, dans ce propos et cette temporalité de l'histoire de la ville. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir si le design est un bon choix pour guider Saint-Étienne, ça reste une décision d'image et économique. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait encore des gens prêts à s'investir pour donner un nouveau souffle à cette ville, que ce soit des politiques jusqu'aux plus petits acteurs locaux. Parce que cette ville, bien qu'elle soit pas dans la plus grande de ses formes, est loin, très loin d'être à l'abandon. Moi je pense que c'est une ville qui a su évoluer, elle a évolué, c'est sûr. Et puis qu'il faut arrêter tous ces clichés. Mais maintenant, s'ils reviennent, je pense que... Je ne sais pas quelle idée ils en avaient, mais je pense qu'ils verraient une autre ville, avec d'autres couleurs. Attends, mamie, tu as dit... couleur ? Avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer, tous en cœur nous chantons, on est les rois du ballon. Quand on arrive sur le terrain, on les entend frapper dans leurs mains, avec eux nous chantons, Saint-Étienne sera champion. Qui c'est le plus fort évidemment?
Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 25 ans, je suis supporter de l'AS Saint-Etienne depuis 2006. Je suis né ici, donc je suis né à l'hôpital Nord Saint-Priest-en-Jarret pour celles et ceux qui savent. Donc je suis vraiment très localement ancré, j'ai un tatouage qui le prouve. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très très présent depuis toujours en fait. Je trouve ça assez fou d'un point de vue historique. On était en pleine désindustrialisation justement de la ville de Saint-Etienne, avec les premières fermetures de mines. Et comme je le dis, on est dans une ville qui est très prolétaire, qui est très cosmopolite, mais qui a besoin d'avoir un attachement particulier à ses racines. Et jusque là, c'était vraiment le côté industriel, le côté minier, justement, pour revenir encore une fois là-dessus, mais c'est vrai. Et en fait, quand on nous enlève ça, il faut trouver aussi un substitut. Justement, je pense que ça part vraiment de cette époque-là, où en fait, on avait besoin d'un symbole fort pour représenter Saint-Etienne et pour se représenter nous en tant qu'identité. Et il s'avère qu'à ce moment-là, l'équipe de Saint-Etienne est vraiment au top du top. Pour le coup, ça enchaîne les titres de champion de France, ça enchaîne les très bonnes performances en Ligue des Champions. En 76, il s'avère qu'il y a une épopée assez folle, notamment par les résultats. Donc forcément, on arrive jusqu'en finale, donc ça veut dire qu'on va gagner tous les matchs pour arriver jusqu'en finale. Ce qui crée forcément un engouement de se dire l'équipe un peu surprise de l'AS Saint-Etienne qui va réussir à faire ça. Et d'un point de vue un peu plus national, pour le coup, pour sortir un peu du côté stéphano-stéphanois, on est vraiment sur un contexte aussi où on commence à avoir des facilités pour accéder aux matchs avec l'arrivée de la télévision dans les foyers français. On estime actuellement que la finale contre le Bayern donc en 1976, ce serait la plus grosse audience audiovisuelle sur le sport français actuellement. En tout cas pour un club, pas pour la nation évidemment, mais pour un club. Au-delà de Saint-Etienne, c'était vraiment la France qui était derrière son équipe parce qu'on lui a donné les moyens de le faire. Ce qui a vraiment permis de créer cet engouement et la fameuse descente sur les Champs-Élysées malgré la défaite, les perdants magnifiques sur les Champs-Élysées. Comme on entend souvent, c'est on n'aime pas le foot, on aime Saint-Étienne. Je suis pas non plus le plus grand fan de foot, mais par contre je suis fan du club et de la ville, quoi. C'est plus ça. Où, en vrai, le stade, ça retranscrit grave l'héritage stéphanois dans toutes les revendications et tout. Par exemple, il y a eu un tifo au stade sur la fusillade qu'il y a eu sur des mineurs. Et tu vois, ça c'est un truc important qu'on commémore à Saint-Étienne. C'est les mineurs qui s'étaient mis en grève, il y en a qui se sont fait fusiller. Pour le 8 décembre passé, oui, j'ai donné le coup d'envoi, le match contre Marseille. Bon, on a perdu. Mais bon, ça ne change pas bien. Quand je suis rentré sur le stade, je ne vous dis pas, en face de moi, il y avait des tribunes, c'était marqué honneur aux mineurs. Voilà, donc j'ai été applaudi et tout. Il y avait quand même 40 000 personnes. Hein. C'est quand même impressionnant, quoi. Pour moi, je pense que le lien, il se fait vraiment sur la volonté d'avoir une identité forte, d'avoir un symbole un peu fédérateur fort, mais qui se lie aussi du coup à ce que je disais sur la partie prolétaire, la partie ouvrière, où en fait on avait des symboles avant qui n'existent plus maintenant, et autour desquels on va se rassembler. C'est vraiment un outil de rassemblement assez fort et assez marqué au niveau local. Je crois que je ne connais pas une personne qui a grandi à Saint-Etienne ou dans ses environs et qui n'a jamais été au stade. Alors que tout le monde n'aime pas le foot, hein, on est bien conscient. Et on n'aime pas le foot de Saint-Etienne non plus. Mais c'est vraiment un marqueur fort de l'identité. Quand on grandit, c'est généralement des gens qui ont vécu la fameuse épopée de 1976 et qui vont transmettre familialement cet héritage-là à leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Donc on se laisse prendre, même si on n'est pas footeux, entre guillemets, on se laisse prendre. Parce que bon, moi ça ne m'intéresse pas spécialement le foot. Mais années 76, là, toutes ces années où c'était vraiment l'euphorie, c'est vrai que finalement, on se sent fier d'être stéphanois et d'avoir nos verts. En fait, ce club, qui n'est pas très brillant aujourd'hui, mais aussi attaché à son glorieux passé, je trouve qu'il résume bien ce qui se passe dans cette ville. Et je crois qu'au bout de 21 ans, j'ai enfin compris ce que je trouve si beau à Saint-Étienne. C'est une ville qui est très attachée à son histoire, presque nostalgique d'une époque dorée et révolue, même si Antoine nous dira bien qu'on évite de parler d'âge d'or en histoire, ce qui parfois l'empêche un peu d'avancer. Mais elle porte un héritage fort dans ses valeurs, dans ses traditions, dans sa solidarité. Certains essayent d'innover, de lui trouver un nouveau visage, et même si ça ne prend pas toujours pour tout le monde, au moins, il y en a qui essayent. Et quel que soit l'état de la ville, en hausse ou en crise, il reste une attache indéfectible à Saint-Étienne de la part de ses protégés. Et ça, Elliot s'est très poétiquement résumé. Alors nous, en tant que Stéphanois, on va pas aller faire de la propagande de partout, dire ouais, notre vie, elle est trop bien, machin. Si vous voulez pas venir, allez vous faire. Et dans ce Capharnaüm se croisent les témoins d'une vie passée et les acteurs d'une ville future, des fois très éloignés, mais qui, grâce à leur passion commune, ont un lieu où transmettre et échanger. Je me suis vite rendu compte qu'il serait impossible de résumer Saint-Etienne en phrases, en dates et en stats, alors j'ai fait ce documentaire. Ce documentaire, il résume pas, il présente pas, il ouvre des pistes de réflexion et il montre la ville sous un autre aspect que simplement ses bâtiments. Alors peut-être que maintenant que vous connaissez son histoire, vous aurez envie, au moins une fois, d'aller vous balader dans les rues de Saint-Étienne.
j'aurais bataillé. Hein. Allez les verts. Alors, elle est partie. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans cette école avec les fous. Et vive la guitare.